Bonjour à toutes et tous. Alors, ce webinaire démarre maintenant. Est-ce qu'on m'entend bien? J'imagine que oui. Alors, merci à toutes et tous d'être présents pour cet événement. On va attendre que tout le monde arrive tranquillement. Je vais en profiter pour vous présenter très très vite l'outil qu'on va utiliser sur lequel vous êtes connectés, donc qui s'appelle le Livestorm. Donc par défaut, les micros et les caméras de tout le monde sont désactivés. Donc vous pouvez intervenir via le chat, comme vous êtes en train de le faire là, pour dire bonjour. Donc via ce chat, vous pouvez poser vos questions, réagir à ce qui sera dit. Si jamais vous voulez intervenir de vive voix, je pourrais vous faire intervenir, il faudra me le signaler. Pour information, cette conférence elle est enregistrée. Donc, vous recevrez à la suite de la session un mail qui vous permettra de regarder le replay de l'événement si vous le souhaitez. Sur l'organisation temporelle de l'événement, comment ça va se passer? Donc, comme vous voyez, on est ensemble de 10h à 11h30 à peu près. Ça va s'organiser de la façon suivante. On va avoir 40 minutes d'intervention de notre collègue Julien Calas, que je présenterai juste après, et un temps de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Puis, il y aura un temps qui sera plutôt dédié au kit pédagogique de simulation de négociation internationale. Donc, vous voyez le petit visuel sur l'écran. Pour lequel nous aurons le témoignage de deux enseignantes, qui sont Monique Basselli et Anne Bonatel, qui ont développé un projet avec des classes de collège et lycée cette année de simulation de négociation. Donc, ils pourront un petit peu raconter comment elles se sont emparées de l'outil et ce qu'elles font concrètement sur l'année scolaire. Alors, avant de démarrer cet événement, je voudrais aussi dire un petit mot à propos de la mission de sensibilisation de l'AFD, donc pour laquelle je travaille. Je suis Estelle Barrère et je suis chargée de mission projet éducatif au sein de cette mission de sensibilisation. Qu'est-ce que l'AFD? L'AFD, c'est un établissement public qui met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Donc, c'est un acteur ressource sur les questions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et dans cette mission de sensibilisation, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée et on déploie des outils pédagogiques qui sont à destination du grand public, mais aussi avec une cible particulière jeunesse et public scolaire. L'objectif de cette mission-là, c'est de mieux faire comprendre les enjeux de développement durable, de solidarité internationale, à la fois dans leur complexité, puis dans toutes les interconnexions qu'il peut y avoir. Dans le sens où ce qui se passe là-bas a un impact ici et inversement. Donc, c'est un petit peu le leitmotiv de ce qu'on fait. Donc, on propose des outils pour former les citoyens, accompagner dans des actions de sensibilisation, éveiller l'envie d'agir, éveiller la curiosité aussi. Et donc, comme je disais, on dédie une partie de ces ressources pédagogiques au public enseignant, avec un ancrage fort des projets dans les programmes scolaires et dans le socle commun de compétences et de connaissances. Et maintenant, une présentation très rapide, et je reviendrai un peu plus longuement par la suite, sur notre outil, le kit pédagogique de simulation de négociation internationale en faveur de la biodiversité, qui a été créé en 2021. Alors, pourquoi en 2021? Parce que ça a été une année forte pour la biodiversité, avec plusieurs événements marquants, des événements internationaux, dans lesquels la France a joué un rôle particulier. Donc, par exemple, le congrès mondial de la nature de l'UICN qui a lieu à Marseille en septembre 2021. Et puis là, on a eu en octobre aussi le début de la COP15 biodiversité en Chine, qui va se terminer ensuite en 2022. Et donc pour nous, c'était une occasion pour que la communauté éducative puisse se mobiliser autour des projets de simulation de négociation internationale sur le thème de la biodiversité. Donc pourquoi on a créé cet outil autour des simulations de négociation? Parce qu'on pense que les simulations, ça fournit un outil pédagogique qui permet aux élèves de vivre un moment fort d'apprentissage par la pratique, de jouer le rôle de représentant officiel et de comprendre les enjeux mondiaux aussi autour de la biodiversité. Je le dirai, on le présentera un peu plus tard, plus longuement, mais c'est un outil qui est plutôt à destination du secondaire. Et donc, c'est dans le cadre du déploiement de cet outil, pour enrichir des démarches peut-être déjà engagées ou alors inspirées de nouveaux projets, qu'on organise cette visioconférence qu'on a intitulée « Négocier pour la biodiversité ». Cette visio, elle va démarrer par une masterclass de Julien Calas,
Donc Julien, j'ai préparé une petite présentation sur toi, je te laisserai compléter bien sûr. Donc Julien Callas, il est agronome spécialisé en économie du développement. Il est diplômé d'AgroParisTech après des études universitaires en biologie. Julien, tu as travaillé pendant 10 ans à l'étranger comme chargé de suivi de projet de l'AFD, mais aussi du Fonds français pour l'environnement mondial, donc au Sénégal, à Madagascar, au Cambodge, dans les secteurs du développement rural, de l'environnement et de la microfinance. Et aujourd'hui, tu travailles au département de la recherche de l'AFD, en charge du lancement d'un programme sur la biodiversité et d'une économie pro-nature. J'espère que ces informations sont bien à jour. C'est parfait. Julien, je te laisse la parole sur ton intervention. Donc, Julien va nous parler jusqu'à 10h45 à peu près et nous aurons des temps de questions-réponses par la suite. Merci Estelle. Bonjour à tous. Donc oui, non, j'ai quasiment rien à rajouter, je pense. Ce que je peux rajouter, donc, c'est juste préciser aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui et donc si j'ai bien compris, qui sont probablement de profil enseignant, que mon épouse est enseignante, que je vois à peu près ce dont on parle, que je mesure la difficulté de votre travail au jour le jour, et donc que je mesure la difficulté de l'exercice. Après le deuxième point, donc pour clarifier ce que je vais dire, c'est donc je suis un peu effrayé par le terme masterclass, c'est pas du tout le propos. Moi, je vais essayer de vous dire comment aujourd'hui, depuis un établissement qui travaille sur ces questions, on perçoit le sujet de la biodiversité et les enjeux. J'ai fait le choix donc de m'adresser à vous en considérant que vous aviez un certain bagage sur les questions de biodiversité, que je m'adresse à des enseignants. Donc ce que je veux signifier par là, c'est que je n'ai pas fait une présentation pour des élèves. J'ai fait une présentation assez pointue par moment, et mon idée, c'est de vous laisser le choix après de voir ce qui vous semble utile pour votre propre démarche pédagogique. J'ai essayé d'aller un petit peu au-delà de ce que vous allez trouver dans le kit lui-même, donc qui est téléchargeable sur le site internet de l'AFD. Et donc de vous donner peut-être des clés complémentaires qui peuvent permettre de démultiplier ce que vous offre déjà le kit. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'idée de la démarche. Alors, je vais passer rapidement sur ça me semble absolument important, hein, sur les bases quand même, parce que je me rends compte, enfin on se rend compte que la biodiversité, tout le monde en parle, enfin beaucoup de gens en parlent, hein, y compris la presse, mais que finalement, même pour des spécialistes des fois, heu, et des gens qui se réclament d'être des spécialistes, y compris dans le débat politique justement, on se rend compte que finalement, ils ont une représentation assez limitée de la biodiversité. Je vous explique pourquoi. De fait, il faut bien, en tout cas, je pense, insister sur de quoi on parle, avec nos interlocuteurs, y compris nous dans notre travail au jour le jour. Parce qu'on s'aperçoit assez rapidement que finalement les gens n'ont pas la même perception, ou en tout cas ont des perceptions assez comment dire, biaisées des représentations. Alors, la biodiversité, la base, c'est ce que vous connaissez, donc je vais passer très rapidement, hein, mais c'est assez important. C'est effectivement ce qu'on entend souvent, hein, donc là, c'est la définition donnée par la Convention sur la diversité biologique, la Convention internationale, hein, de 1992. Donc c'est ce que vous connaissez, la variabilité du vivant, et donc on la distingue notamment par la variabilité de la diversité au sein des espèces, c'est-à-dire tous identiques mais tous différents, et chaque individu est unique, et en gros, j'ai mis le sigle, ça revient à reconnaître la diversité du patrimoine génétique du monde vivant. C'est la partie, on va dire, patrimoine génétique. Le deuxième compartiment assez connu de la biodiversité, c'est la biodiversité des espèces, celle dont on parle le plus souvent, celle qui est la plus emblématique et la plus, comment dire, oui, celle qu'on retrouve dans les médias. Peut-être par excès justement, c'était pour ça que je voulais vous parler de ça. C'est très important, la variabilité des espèces. Le point un peu qu'il faut avoir en tête, c'est que malgré tout, donc on estime qu'on connaît 1,8 million d'espèces aujourd'hui, hein, dans les muséums.
On ne sait pas très bien combien il y en a, hein. Il y a plusieurs chiffres qui circulent, 15 à 30 millions. Je lisais encore un article il n'y a pas longtemps, ça va même jusqu'à 100 millions pour les extrêmes. Sachant que l'ordre de grandeur, là aussi ça a changé, j'ai lu deux chiffres, mais l'ordre de grandeur, c'est aujourd'hui les écologues dans le monde qui sont donc des gens très pauvres et qui est une science totalement délaissée, parviennent à encore décrire à peu près 16 000 nouvelles espèces par an. Donc vous voyez qu'à peu près, on estime qu'il faudrait à peu près 1000 ans pour arriver encore à tout décrire le vivant sur la planète, hein. Donc on parle beaucoup des espèces, mais en fait, on parle de quelque chose qu'on connaît assez mal. Bon, même si, dans les faits, les 15 à 30 millions d'espèces qui restent à décrire sont en fait des micro-organismes, hein. La plupart des macro-organismes sont pas mal décrits, même s'il y a encore bien sûr des pans entiers qui restent à décrire et on découvre encore de nouvelles espèces d'oiseaux, voire de mammifères, hein, etc. La troisième partie des écosystèmes, c'est aussi celle qu'on connaît pas mal, hein, c'est bien évidemment la biodiversité des écosystèmes. Et là, la biodiversité des écosystèmes, finalement, on est quand même dans une vision un peu figée, hein, un peu, comment dire, oui, descriptive, hein. C'est-à-dire on a une vision un peu, pareil, imagée des écosystèmes, mais en fait, les écosystèmes, c'est surtout des fonctionnalités, hein. C'est surtout, des populations d'espèces, hein, au-delà, du paysage, hein. C'est la quantité, de 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 différentes espèces qui sont présentes dans le milieu, de la façon dont elles interagissent entre elles, et donc leur rôle. J'insiste sur le terme des populations parce que finalement, c'est un sujet sur lequel aussi on a un peu tendance à passer un peu vite, hein, alors qu'il est majeur et peut-être que pour les élèves aussi, ça parle pas mal. Donc là où je veux rentrer maintenant sur des aspects dont on parle beaucoup moins et qui sont pourtant au cœur du sujet de la biodiversité et quelque part qui pose la question de pourquoi on s'y intéresse, c'est que la biodiversité, plus que des composantes que je vous ai rappelées là, que vous connaissez, il faut, je pense, souvent rappeler à nos interlocuteurs que ce qui nous intéresse, c'est surtout la capacité évolutive de la vie et surtout, sensibiliser au fait que, il ne s'agit pas de conserver la biodiversité dans des cases avec des espèces qui soient figées et qui ne bougeront jamais, mais bien au contraire, de reconnaître que la vie, n'arrête pas de changer. Donc je vous ai mis quelques photos, dont certaines, je ne sais pas si elles sont censurées dans le milieu éducatif, et donc rappeler que finalement, la vie ne tout est mouvant, ce qu'on appelle des espèces, changent. On sait en fait, ça reste assez difficile même pour les écologues de vérifier qu'une espèce est véritablement une espèce. Il y a toujours des débats sur un certain nombre d'espèces et on voit qu'effectivement, les espèces se mélangent et créent de nouvelles espèces et en permanence, le monde évolue et ce qui nous préoccupe, plus dans la protection de la biodiversité, c'est moins de préserver ces parties que de s'assurer que ces parties vont continuer à évoluer pour nous permettre de survivre par rapport à un monde qui change. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez, et qui laisse à penser qu'au final, on s'intéresse à mettre, à faire des zoos ou à faire ou à préserver à l'identique, quelque chose alors que c'est pas vraiment le sujet. Le 2e sujet dont il faut vraiment sensibiliser, nos interlocuteurs souvent, c'est de rappeler que, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est préserver une capacité évolutive pour un système, une biodiversité qui est un équilibre instable. Donc un équilibre instable, c'est pas toujours évident, hein, pour les gens, mais on comprend beaucoup mieux avec un avion, hein. Donc effectivement, un équilibre instable, c'est quelque chose qui est assez stable, en mouvement, mais qui, si on l'arrête, ben, en fait, peut totalement changer de statut, c'est-à-dire, se retrouver, comme un vulgaire déchet. Et donc là, je vous ai mis, un graphique beaucoup plus, illustratif, hein. Donc c'est le cas très connu, des stocks de morue de Terre-Neuve, hein, de l'effondrement de ce stock de poissons qui était pêché activement depuis, des décennies, voire, presque un siècle et qui, soudainement, donc dans les années, 90, s'est littéralement effondré du jour au lendemain, avec, une disparition quasi totale des espèces de morues, et un effondrement, de la biomasse pêchée. Heu, il faut rappeler le fait que la biodiversité, donc, c'est toujours des équilibres instables dont on mesure très, très mal les équilibres, dont on sait très, très mal à quel moment ils vont bouger et dans quel sens et c'est donc de ça dont on parle aussi. C'est outre la capacité évolutive, c'est la capacité à se maintenir et à pouvoir évoluer.
Alors, après le 3e niveau, là, je l'illustre un peu une partie du propos introductif, c'est, rappeler que, est-ce que vraiment la biodiversité, c'est un sujet de protection, de conservation d'espèces? Alors c'est un vrai sujet, hein, je ne cherche pas du tout à le minorer. Donc vous avez le graphe de gauche qui vous rappelle le cri d'alarme qui a été lancé depuis les années 2000, hein, sur le fait qu'on constate qu'en fait le taux d'extinction d'espèces est 1000 fois plus élevé que ce que l'on rencontre dans les enregistrements, paléontologiques et archéologiques, hein. Et on estime qu'en plus, il va encore augmenter probablement de 10 fois dans les années qui vont venir. Donc est-ce que c'est un problème essentiellement de conservation, de la diversité des espèces, ou est-ce que c'est aussi une question de partage de la planète? Et là, donc je vous ai mis à gauche, on revient sur cette question des populations, quoi. Alors, c'est très beau de conserver, toutes les espèces de la planète, mais en fait, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, en fait, les espèces, sauvages ne représentent plus que 5 ou 4 de la biomasse, donc de la quantité de vie, qui vit sur la planète. Et donc, est-ce qu'au final, le sujet, est-ce qu'un sujet de zoo, un sujet d'aire protégée, ou est-ce que c'est un sujet de partage de la planète avec, le reste de la vie, et une capacité pour la vie de pouvoir continuer à évoluer, à s'adapter au changement? C'est un peu ça les éléments qu'on peut essayer de poser, pour essayer de clarifier le propos. Alors après le sujet, pour essayer aussi de clarifier comment on discute de ça, c'est effectivement bien évidemment, la question qui arrive assez rapidement, c'est de dire: «Bon, OK, c'est important, c'est la vie, c'est notre capacité à nous maintenir en vie et à maintenir, les fondements de nos civilisations. Pourquoi ça me préoccupait?» Donc bien évidemment, mais où est le problème? Alors, aujourd'hui, hein, ce qu'on entend beaucoup, hein, et ce qui a permis, aussi de faire avancer le sujet, il faut le reconnaître, hein, ça a été très, très important, c'est l'apparition du principe de reconnaître les contributions de la nature aux populations, ou, donc ça, c'est le nouveau terme, récent des années 2019, mais qu'on connaissait, pour certains, enfin pour les spécialistes qui travaillent là-dessus, sur le principe des services rendus par les écosystèmes. Ça a permis de de faire comprendre à un certain nombre de non-spécialistes le fait que la nature, effectivement, nous rend des services, hein. Elle nous rend des services d'approvisionnement, donc c'est ceux qui sont à gauche, c'est ceux qui sont assez connus, hein. Ils maintiennent des habitats, Heu, alors non, excusez-moi, les services de maintenance, c'est ce qui sont à droite, hein, là, sur le schéma, c'est les matériaux et l'assistance. Donc ça nous fournit de l'énergie, ça nous fournit des aliments, des matériaux de construction, des médicaments, mais ça fournit donc aussi à gauche, hein, des services, plus, fondamentaux, hein, pour le maintien de la vie. Les habitats, la pollinisation, la régulation de la qualité de l'air, la régulation du climat, un sujet qui monte beaucoup là ces dernières, années, faire le lien entre la crise climatique et la biodiversité, et rappeler que les 2 sont très, 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 très étroitement liés. On va y revenir, donc ça aussi, pour des élèves et pour enfin, comment dire? Une population qui est de plus en plus sensible aux questions de climat, c'est aussi un moyen de raccrocher les wagons. Voilà, donc plus ou moins des services, mais c'est visa le problème avec cette approche, hein, c'est que, c'est une vision très anthropocentrée. C'est en gros la biodiversité, on s'en préoccupe parce que ça nous sert à nous les humains, quoi. Ce qui peut aussi apporter un peu de biais de réflexion. Je voulais juste aussi insister donc sur cette partie-là aussi des services, hein, qui sont aussi passés un peu rapidement sous silence, alors que finalement, c'est souvent ce qui parle le plus, je veux dire aux non spécialistes, aux citoyens, hein, c'est que, c'est quand même aussi, et c'est très important pour nous, et je pense que c'est une porte d'entrée, qu'on n'exploite pas assez, ou en tout cas, parce qu'on veut aller toujours très vite, hein, ou dont on ne parle pas suffisamment, c'est les services d'apprentissage, hein. Enfin, c'est l'importance que ça a pour l'apprentissage, pour l'inspiration, sur, l'expérience physique et psychologique, hein. Il y a des études de plus en plus qui montrent l'importance que ça a, le contact de la nature pour, le bien-être tant psychologique que même physique, hein. Le soutien identitaire et le maintien des options. Alors c'est des options, c'est des questions un peu, des fois un peu théoriques, hein, on a du mal à s'y représenter. Moi, j'ai tendance, lorsque je parle à des gens qui ne connaissent pas du tout la biodiversité, à leur parler de ça, à leur parler donc de ce truc-là que vous voyez à l'écran, cette espèce de méduse, hein,
qui n'a aucun intérêt, qui en fait est plutôt un truc dont on a envie de se débarrasser, hein. Et de ce japonais là à gauche, hein, ce vieux monsieur qui en 1950, s'est intéressé effectivement à une, à cette méduse. Donc dans les années 50, il s'intéresse à une méduse qui n'a aucun intérêt. Donc vous imaginez un Japonais qui fait des recherches au bord de l'eau, un vieux monsieur en bob, au bord de l'eau et qui fait des recherches, j'exagère, hein, mais il faut imaginer quelqu'un qui quelque part peut passer pour un hurluberlu qui ne sert à rien, parce que, vous voyez, il se préoccupe d'une espèce en particulier de méduse qui n'a aucun intérêt. Heu, alors il se trouve que, ce monsieur, 50 ans plus tard, en 2008, il obtient un prix Nobel de chimie, hein, avec 2 autres chercheurs pour avoir permis de découvrir une protéine fluorescente verte, hein, extrait donc de cette méduse, hein, et cette méduse, hein, cette protéine, en fait, elle est devenue, un outil qui est utilisé aujourd'hui partout, dans tous les laboratoires de chimie pour, en fait, servir de marqueur et faire de la biochimie. Donc il y a 50 ans, quelqu'un, s'est préoccupé d'une espèce qui n'avait aucun intérêt et qui a permis quand même, 50 ans plus tard d'obtenir, un prix Nobel de chimie et de fournir quelque chose d'assez important pour la chimie humaine. Heu, c'est ce qu'on appelle une valeur d'option, c'est donc se préoccuper de pouvoir plus tard, trouver un usage à la biodiversité. Mais j'insiste, hein, tout ça est une vision anthropocentrée de la biodiversité. Et il faut rappeler que donc la biodiversité, ça n'a pas qu'une utilité directe, hein. C'est quelque chose de très, très important pour la psyché, pour nos cultures, hein, pour les fondements de nos contes, de notre littérature, dans tous les pays, voire des religions, hein. Il y a l'animisme, et cetera. Donc on ne mesure pas assez à quel point, la biodiversité est importante pour ce que nous sommes et pas seulement pour ce qu'elle nous sert. Et puis donc rappeler le fait que, elle n'a pas qu'une utilité directe, hein, que c'est une source donc d'inspiration et d'expérience, hein, et donc peut-être insister sur le fait qu'on ne protège pas non plus que la biodiversité pour son utilité et que peut-être que la biodiversité a, une raison propre, d'exister, quoi. Et ça peut permettre aussi d'expliquer pourquoi c'est important pour tout un chacun et pas seulement pour des biologistes ou des politiciens, quoi. Heu, alors après, quelles sont les causes du problème? Ça, je vais passer aussi un peu rapidement, mais ça, c'est important. Donc ça, c'est un peu le consensus scientifique, tout récent qui a été publié par, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, donc l'équivalent, vous savez, de ce qu'on appelle le rassemblement de tous les scientifiques, pour établir un peu ce qui a été établi comme étant, plus ou moins certain par la science sur la biodiversité. Et en 2019, ils ont sorti un rapport, hein, qui est disponible sur internet, qui fait donc un état global, de ce que l'on sait sur les écosystèmes et qui a permis donc de clarifier ce qu'on savait aujourd'hui de manière à peu près certaine sur les causes de la perte de la biodiversité. Donc ça, c'est quand même, ce qui est fondamental dans la négociation internationale, c'est de reconnaître qu'en gros, aujourd'hui, les principales causes de perte directe de biodiversité, elles sont au nombre de 5. Les 5 principales, il y en a bien sûr d'autres, hein, mais les 5 plus importantes sont d'abord la première, le changement d'utilisation des terres et des mers, c'est-à-dire, le fait qu'on artificialise les espaces naturels terrestres pour les transformer en, terrain de golf ou en, parking de supermarché ou pour construire des maisons secondaires, ou, enfin tout autre usage agricole, voire éventuellement pour aménager le littoral, hein, les zones maritimes. La deuxième pression, elle vient sur la surexploitation des ressources naturelles, c'est-à-dire on prélève trop, hein, on nous prélève trop de bois, trop de ressources dans le milieu, sans que la nature ait le temps de se régénérer. Il faut juste, vous voyez les petits chiffres 1 et 2, il faut juste préciser qu'en fait, c'est valable donc pour les écosystèmes, cet ordre de priorité, hein. D'abord le changement d'utilisation, puis la surexploitation des ressources, hein. Ça s'applique aux zones terrestres et aux zones d'eau douce, hein. Mais pour la mer, c'est l'inverse, hein. Donc la mer, en fait, c'est la surexploitation directe des ressources naturelles qui est la première cause de perte de biodiversité, et ensuite, l'aménagement, puisque la mer, en fait, elle est moins aménagée quand même que les espaces terrestres et les espaces d'eau douce. La troisième principale pression qui cause de la perte de biodiversité, c'est le changement climatique. Hop, on y retombe dessus. Je signale que le même rapport précise qu'aujourd'hui, c'est la troisième cause, mais que dans 10 ans ou dans 20 ans, on estime que ça sera la première cause de perte de biodiversité. La quatrième cause, c'est les pollutions, c'est-à-dire on déverse trop de polluants et les écosystèmes n'ont plus le temps de les recycler.
et donc de les absorber. Et enfin, la cinquième source de pression, ce sont les espèces exotiques envahissantes, c'est-à-dire des espèces qu'on introduit dans des milieux dans lesquels elles n'existaient pas et qui provoquent des perturbations majeures de ces écosystèmes. Derrière ces pressions, il faut avoir en tête que il y a et on identifie donc des facteurs indirects. Et là, on touche à un aspect important de ce qui va être aussi négocié, c'est de reconnaître qu'au-delà des aires protégées, de ce qu'il faut, des espaces à protéger, en fait, toutes ces pressions, elles sont liées à des facteurs qui sont intimement liés à notre société. Les facteurs démographiques, socioculturels, les facteurs économiques et technologiques, les institutions et la façon dont on dirige et on prend des décisions, et aussi bien évidemment tout ce qui est lié à des conflits ou des épidémies qui sont en deuxième niveau à la source et les moteurs de ces pressions. Et le débat, c'est de dire, en fait, si on veut commencer à agir, certes, il faut protéger les espaces naturels, mais il faut aussi peut-être s'attaquer aux causes et donc s'attaquer à ce qui est, quelles sont les causes de nos systèmes économiques. Alors là, je vous présente le schéma qui doit donner et qui donne un peu des cauchemars à l'Agence française de développement. Donc, comme l'a dit Estelle, nous sommes une agence qui essaye de mettre en œuvre la politique de développement. Honnêtement, vous donnez ça à un politicien mal intentionné, ça lui permet en fait de dire que tout ça, ça sert à rien et que finalement, il ne faut rien faire puisque finalement, c'est un constat d'échec catastrophique, quoi. Ou alors, comme certains d'entre nous, vous pensez qu'effectivement, ça nous montre tout le chemin qui reste à faire et tout l'enjeu effectivement de la négociation politique. Ce schéma, qu'est-ce que ça dit? En bas, vous avez l'indice de développement humain, en gros, donc la mesure du développement au sens de l'éducation, la santé, l'accès à des services et au développement. La taille des ronds, c'est la richesse en termes de PIB. Et à gauche, vous avez donc l'empreinte écologique. Et en gros, on se rend compte qu'on a énormément de mal à trouver des pays qui arrivent à faire la transition, c'est-à-dire une richesse importante, un niveau de développement humain important et en même temps une empreinte écologique faible, c'est le petit carré vert en bas. Et donc effectivement, on se rend compte que aujourd'hui encore, malgré tous nos efforts, on a énormément de mal à aller là où il faut et atteindre les objectifs du développement durable. Et donc il y a un gros travail, et peut-être qu'on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, hein, dans ces ou en tout cas qu'on ne fait pas les efforts qu'il faut pour essayer d'atteindre cet objectif. Alors aujourd'hui, la biodiversité, particulièrement, elle se négocie, dans le cadre d'un plan d'action, pour, l'horizon 2030. Dans le cadre de la Convention pour la biodiversité, donc cette convention internationale qui a été agréée par un certain nombre de pays depuis 1992, et lors de ce qu'on appelle une COP, c'est-à-dire une conférence des parties, c'est-à-dire un rassemblement de tous les membres de la Convention, mais qui va être donc sa 15e réunion, et qui doit se tenir donc cette année, et où donc les négociateurs vont en fait, ce qui n'est pas nécessairement explicite, je crois, dans le kit, vont donc cette année définir un plan d'action pour les 10 prochaines années, donc à l'horizon 2030. En gros, ce qui va se passer dans quelques mois, c'est de décider quels sont oui, nos objectifs communs en tant que communauté internationale pour essayer d'agir dans les 30 ans, enfin, dans les 10 années qui viennent. C'est le signal d'agir ou de ne pas agir ou d'agir efficacement ou de manière moins efficace. C'est assez important parce que politiquement, si c'est ambitieux, ben, on peut être ambitieux. Si politiquement c'est pas ambitieux, tous les gouvernements auront des raisons de ben, laisser un peu passer le temps et attendre la prochaine échéance. Qu'est-ce que c'est la vision de cet accord? Cet accord, il faut aussi l'avoir en tête, hein, parce que c'est pas neutre, hein. Il parle bien de transformer les modèles économiques, sociaux et financiers. L'objectif, c'est pas toujours très clair dans ce qu'on peut lire dans les médias, c'est de stabiliser les tendances responsables de l'aggravation de la perte de biodiversité en 2030. En fait, donc pour le dire plus clairement, c'est arrêter la dégradation de la biodiversité en 2030. Vous vous rendez compte? Donc là, ce qu'on va négocier pour 2030, c'est non pas d'améliorer la biodiversité, c'est d'arrêter de la détruire, en espérant qu'en 2030, on ait atteint un palier et on ne soit plus dans une pente de destruction, pour qu'ensuite, à partir de 2030, on espère en 2050 regagner un petit peu de biodiversité, donc initier la courbe de la remontée. C'est ça
qui va se négocier. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord qui se discute, enfin qui va être discuté? Donc sachant que l'accord, est un draft, voilà ce que vous retrouvez par rapport à tout ce que je vous ai dit là. Là, il faut faire un peu le lien entre ce que je viens de dire, au cours des dernières minutes et ce que, vont discuter nos politiques. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se recoupent, il y a peut-être des points qui sont absents, comme par hasard. Donc, le premier grand chapitre de l'accord, c'est donc de réduire les menaces sur la biodiversité. Et ce qui se discute, hein, donc les mesures à négocier, ce sont des mesures de planification spatiale, hein, c'est-à-dire, avoir une vision un peu spatiale de l'aménagement du territoire pour essayer de mieux comprendre là où on est en train de perdre de la biodiversité. C'est le changement d'usage des sols, des mers et des espaces, d'eau douce, hein. Il faut restaurer aussi 20 des écosystèmes d'eau douce et terrestres dégradés dès maintenant. Il faudrait conserver 30 des zones terrestres et maritimes grâce à des systèmes de zones protégées. Donc là, on rentre un peu sur l'emblématique de la protection de la biodiversité, ce dont tout le monde parle, les aires protégées. Alors, il y a eu dans le nouveau document, on a supprimé une phrase qui disait qu'en plus, dans les 30 il fallait qu'il y ait 10 sous stricte protection. Je vais y revenir. Donc là, on a enlevé ça. On ne parle plus que de 30 de protection, sans dire quel type de protection on parle. Et ensuite, on a des mesures pour conserver les espèces et la diversité génétique, hein, y compris des espèces sauvages et domestiques, hein. Il y a toujours dans les mesures de réduction des menaces de la biodiversité, donc des mesures qui doivent veiller au prélèvement et au commerce d'espèces sauvages durables et légales, auxquelles ils ont rajouté sans danger pour la santé humaine. Ça, c'est le chapitre Covid-19 qui s'est introduit dans ce qui était totalement absent de l'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on commerce, il continue à y avoir du commerce d'espèces protégées, hein, qui est contrôlé par une convention spécifique, hein. Sauf que de temps en temps, on a des questions sur la légalité de ce commerce, hein, malgré les accords internationaux, les obligations des États de vérifier la légalité du commerce, hein. Et on voit donc ce que ça a donné avec le Covid-19, sachant que bon, il y a quand même de grosses suspicions sur l'origine du virus et sur le fait qu'il est très possible que le virus soit issu d'une chauve-souris, mais ça c'est encore un autre débat. Je peux vous en parler, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Avec des complotistes, hein, bien sûr, qui vous disent que c'est donc un virus issu d'un laboratoire de Wuhan. Il y a des articles très sérieux sur le sujet. Il y a une vraie suspicion, c'est réel, hein. Par contre, sur le complot, là, il faut peut-être un peu regarder de plus près. La réduction de 50 du taux d'introduction d'espèces exotiques envahissantes, vous en avez parlé, réduire les pollutions. On se rend compte qu'en fait, donc les milieux sont plus capables d'absorber tout ce on leur déverse, hein, et donc d'être capable de les recycler. Donc moins 50 de nutriments, c'est des engrais, moins 66 de pesticides, moins 100 de déchets plastiques. Là, ce jour-là, je pense qu'ils avaient un peu fumé et donc 100 on va faire disparaître les déchets plastiques dans 10 ans. Écoutez, c'est là pour le coup, tout d'un coup, ils deviennent très ambitieux. Réduire les impacts du changement climatique en stockant 10 gigatonnes de CO2. Donc là, c'est tout le lien entre l'accord sur le changement climatique et la biodiversité, c'est de reconnaître qu'en fait, avec des écosystèmes, on peut stocker ce volume-là de CO2 et donc la protection de la biodiversité peut participer à la protection du climat en stockant du carbone et en évitant surtout qu'il soit réémis. La deuxième partie de l'accord, c'est l'utilisation durable et le partage des bénéfices avec des populations. Donc là, on rentre en fait, on sort un peu de la question des aires protégées, on commence à rentrer dans changer l'économie, nos sociétés et nos systèmes. Et donc là, on parle de garantir les avantages nutritionnels, la sécurité alimentaire, médicamenteuse et les moyens de subsistance par la gestion durable des espèces sauvages. Il faut aussi, l'accord voudrait qu'il y ait une gestion durable des écosystèmes agricoles, aquacoles et sylvicoles. Il faudrait utiliser la contribution de la nature pour améliorer la qualité de l'air, de l'eau et la protection contre les risques naturels. Donc, de nouveau, utiliser la biodiversité au service du développement, augmenter les espaces verts et bleus pour le bien-être en ville, vérifier qu'il y a un juste partage équitable des bénéfices des ressources génétiques, hein. Alors, voilà, c'est marqué comme ça, mais en fait, ça, c'est un gros sujet et c'est possiblement un des sujets qui va faire capoter l'accord sur la biodiversité dans les mois qui viennent. Je vais y revenir si j'ai un peu de temps. Le troisième et dernier chapitre de l'accord, donc c'est la question de l'intégration transversale de la biodiversité. Donc là, on rentre plus sur les questions
de gouvernance et de politique et oui, de système économique, hein. Donc bien vérifier que toutes les politiques tiennent compte des enjeux de biodiversité, y compris en comptabilité économique, hein, pour l'économie des pays. Vérifier l'alignement et l'activité des flux financiers. Ça peut paraître totalement fumeux comme sujet, mais je vais vous l'expliquer plus tard sur un sujet qui est assez complexe, mais qui de nouveau est assez important et qui peut peut-être vous permettre de faire le lien avec les enseignants qui travaillent sur l'économie. Toutes les entreprises doivent évaluer et rendre compte de leur dépendance et de leurs impacts sur la biodiversité au niveau local et mondial. Donc ça, c'est un nouveau sujet. Et là aussi, je vais essayer de vous l'expliquer parce que c'est tout à fait nouveau et ça a fait beaucoup bouger le secteur industriel et de l'entreprise, hein, ce qui est plutôt bien pour moi, selon moi, même si bien évidemment ça fait peur à beaucoup de monde sur le greenwashing, etc. Aider les choix responsables des citoyens, de réduire le gaspillage, la surconsommation, gérer et contrôler les effets négatifs potentiels des biotechnologies. Alors là aussi, il y a eu des changements de terminologie. Avant, on parlait d'empêcher les effets négatifs. Là, on gère et contrôle les effets négatifs. Voilà, un certain nombre de lobbies sont passés par là. Intégrer, donc la troisième et dernière partie, on a fini. Réduire d'au moins, alors, 500 milliards de dollars par an de subventions néfastes à la biodiversité. Là, on trouve des chiffres, hein, qui sont apparus. Est-ce que ces chiffres seront toujours là dans l'accord final? On peut se poser la question. Augmenter les financements d'au moins 200 milliards de dollars par an pour la biodiversité, y compris augmenter les financements pour les pays en développement de plus de 10 milliards de dollars par an. Je vais y revenir, je vais vous montrer tout ça. Utiliser les connaissances pertinentes pour prendre les bonnes décisions et vérifier qu'il y a une participation équitable et effective des peuples autochtones pour la prise de décision sur la biodiversité. Donc voilà les termes de l'accord. Voilà les sujets sur lesquels les négociateurs sont en train de se battre, hein, et sur lesquels il y a des oppositions. Donc de tout ce que je vous ai dit, vous voyez que les termes d'évolution, d'adaptation sont pas très clairs, hein, dans l'accord. Il y a d'autres sujets sur l'importance culturelle, etc. Enfin, sur le savoir. Enfin, on voit peu de choses là-dessus. On retrouve les éléments sur la modification, la gestion durable des ressources, sur la protection des milieux, sur l'aspect politique du changement qui est nécessaire. Mais si vous regardez bien, on peut se poser des questions des raisons pour lesquelles on le fait et comment on le fait. Alors, au-delà de ça, je vous laisse y réfléchir. Qu'est-ce qui se passe, hein, et quels sont un peu les points de friction aujourd'hui au moment où je vous parle, qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont identifiés dans le kit, qui date déjà un peu, quoi. Les gros affrontements aujourd'hui, ils y sont pas tous, hein, bien évidemment. Moi, je vous en ai mis que 5. Il y en a beaucoup plus, hein, et il y a c'est pas parce qu'ils sont pas là qu'ils sont pas importants, c'est juste que je peux pas tous les citer. J'ai essayé peut-être de parler de ceux qui peuvent être le plus simplement explicités à votre public. Donc comme vous l'avez vu, je vous en ai parlé, mais c'est très, très fort aujourd'hui, dans le débat. Il y a une opposition sur ce qu'on met derrière, la protection de la biodiversité, les 30 de la planète qu'il faudrait protéger, avec des gens qui cherchent à vérifier que ces 30 seront vraiment protégés, avec une protection donc plus ou moins forte, hein, qui ont tenté d'introduire, de dire c'est 30 d'aires protégées avec 10 d'espaces qui seraient sous protection forte, hein, pour être très clair sur ce qu'on cherche à faire. Et il y a une opposition avec un groupe de négociateurs qui sont pour une protection de 30 sans protection forte, en tout cas sans que ça soit spécifié, et en cherchant à ce que ça soit plutôt des espaces dans lesquels il y a un usage durable de la biodiversité, avec aussi un mouvement qui parle d'aires protégées en disant les aires protégées fortes, c'est un nouveau colonialisme vert, et donc c'est une ingérence, hein, des pays riches, hein, vis-à-vis des pays pauvres, hein, et donc on ne veut pas de protection forte, hein, puisque finalement ça n'est qu'une une forme de représentation tout soutenue par des pays riches et qui n'est pas notre représentation de la nature. Ce qui se défend, hein, moi je ne porte pas de jugement, c'est juste pour vous expliquer aujourd'hui ce qui se passe, hein. Il y a des arguments des 2 côtés qui sont tout à fait entendables et valables, hein, et c'est juste une source de discussion. La mobilisation des ressources, donc en disant: «Pour faire tout ça, il va falloir des ressources, il faut des technologies, il faut des capacités, il faut des moyens financiers», bien évidemment, et de toutes les parties, de tout du monde entier, hein, chacun doit faire un effort, et en mobilisant toutes les sources possibles, et notamment dans le financement, que ce soit des financements publics, le budget public, les impôts, mais aussi, le privé. Il faut que le secteur privé, les banques privées, s'impliquent là-dedans.
Et en face, vous avez donc un groupe qui pense que non, la mobilisation des ressources, c'est essentiellement une question de financement et surtout, en fait, une question d'aide aux pays des pays du Nord vers les pays, en voie de développement et qui voudrait bien qu'il y ait pas trop d'engagement, sur les budgets publics, des pays, qu'il y ait, pas trop aussi d'engagement sur les contributions du secteur privé, il y a qu'à mettre des termes très généraux pour dire: «Il faut que le privé fasse des efforts» et puis bon, voilà, ça suffira. Ça, c'est une deuxième source d'affrontement assez dure. La troisième source d'affrontement et donc qui est une question qui est très, très forte, hein, qui est très technique, hein, qui est très biologique, hein. Il y a une excellente, vidéo, je vous invite à aller la voir, sur le site de la convention sur la biodiversité qui permet de comprendre de quoi on parle. Je vais essayer de le résumer de manière, synthétique, hein. On a cru, il y a une dizaine d'années que, il y a eu un accord pour dire qu'on allait, vérifier que chaque fois qu'on trouve un médicament à partir, d'une plante, on allait vérifier que ceux qui déposent des brevets et qui en tirent des médicaments, par exemple, s'assureraient qu'il y ait eu, une information des populations dans lesquelles ont été trouvées ces plantes et qu'à à terme, il y ait des financements qui soient restitués, aux populations, qui, vivent ou qui préservent les milieux dans lesquels ce type de plantes ont pu être trouvées. On pensait donc qu'on allait, faire un lien entre l'ADN, qui permet donc de créer des médicaments ou des substances chimiques et cetera, enfin la source du matériel biologique et le bénéfice qu'en retirent un certain nombre d'entreprises aujourd'hui. Or, dans les 10 dernières années, il est apparu ce qu'on appelle, les séquences ADN numériques. En fait, aujourd'hui, on numérise toutes les séquences ADN. C'est ce qui a permis de fait, si vous êtes un peu sensible au sujet, qui a permis, des échanges extrêmement rapides sur la question du Covid, hein, de savoir, quelle était, la séquence de ce virus, et d'échanger des informations là-dessus. Donc tout se partage, tout est numérisé, mais de fait, du coup, tous les peuples ou les populations qui sont, qui préservent, du matériel dont sont issues ces séquences numériques, hein, ne voient de nouveau toujours aucun bénéfice, de la protection de ces espèces. Et donc, il y a une opposition entre intégrer ces séquences ADN numériques dans le protocole sur le partage des avantages, pour générer donc des financements et des gens qui vous répondent qu'en fait, la convention sur la biodiversité, ça ne concerne pas, les séquences numériques, ça ne concerne que le matériel biologique et donc il y a un gros affrontement et cet affrontement risque d'aboutir à un non-accord global, quoi. Et c'est la position est très, très forte aujourd'hui. Il y a une question aussi sur le renforcement du suivi et de la mise en œuvre de l'accord pour mettre en place des indicateurs de rapportage, avec aussi, il y a certaines personnes qui aimeraient bien qu'il y ait une obligation de vérification du suivi de l'atteinte des objectifs, avec, si possible, une revue indépendante. Heu et en face d'eux, ben, vous avez un certain nombre de personnes qui sont pas tellement favorables à ce qu'on renforce le suivi de l'accord, il y a un désaccord sur les indicateurs, donc vous imaginez là, à quel point c'est facile de se perdre dans les indicateurs, de passer des nuits et des nuits à négocier un indicateur et puis surtout aussi, il y a un certain nombre de personnes qui voient pas d'un très bon œil qu'il y ait des revues externes, sous prétexte d'ingérence dans leurs affaires nationales. Alors du coup, ça m'amène aussi à un point qui est pas toujours très clair sur la convention biodiversité. Tout le monde pense que la biodiversité, c'est un bien public mondial qui appartient à tout le monde, mais en fait, c'est pas du tout le cas, hein. L'accord, y compris la convention de 1992, elle dit très clairement qu'en fait, certes, la biodiversité, c'est un bien commun, mais au final, la gestion de la biodiversité relève de la responsabilité de chacun des États. Donc en gros, c'est une responsabilité nationale, in fine, de mettre en œuvre l'accord et de gérer sa propre biodiversité. Et donc, il n'y a aucun droit d'ingérence sur la gestion de la biodiversité d'un État tiers. L'accord sert juste à coordonner les actions. Ça aussi, il faut que ça soit assez clair parce que enfin, ça clarifie aussi le pouvoir politique, quoi. Heu et enfin, il y a un dernier point dont je parle parce que ça, c'est assez important en plus pour, en fait, pour nous, pour l'AFD, puisque c'est un sujet sur lequel nous, on est assez mobilisés, qui est, de développer les solutions fondées sur la nature. Donc de dire, de montrer à nos partenaires, et de travailler avec eux pour voir comment ils peuvent utiliser la biodiversité pour atteindre des objectifs de protection de la biodiversité, mais aussi de développement et aussi de réduction du changement climatique. Et donc les solutions fondées sur la nature, hein, ça vous trouverez aussi pas mal d'informations sur internet. C'est l'idée d'utiliser les écosystèmes pour atteindre un objectif, de lutte, hein, enfin de développement durable, soit donc,
lutter contre le changement climatique, assainir des eaux polluées, assainir, excusez-moi, des eaux polluées, l'assainissement des eaux usées d'une ville, par exemple, lutter contre les inondations, donc plutôt que de faire des digues en béton, d'utiliser des écosystèmes et leur capacité d'absorption des inondations, ou voire des catastrophes naturelles contre les événements extrêmes. Et donc, face à eux, face à ces personnes qui proposeraient que l'accord soit ambitieux sur le développement des solutions fondées sur la nature, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont plutôt contre, hein, et qui défendent plutôt une adaptation basée sur les écosystèmes. Ils n'aiment pas trop ce terme de solution fondée sur la nature. Ils prétendent que ça dilue les objectifs de conservation, ou qu'au contraire, ça sert de greenwashing, que les solutions fondées sur la nature n'en sont pas vraiment, et que ça sert aussi, dans certains pays, à l'accaparement de terres. Donc il y a un vrai débat sur ce que sont véritablement ces solutions fondées sur la nature, et sur cette opportunité ou pas d'utiliser l'écosystème pour servir aussi des objectifs de développement et changer les modèles économiques de développement. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples de grands affrontements. Après, donc la question qui peut se poser, c'est les solutions qui existent face. Oui, Julien, je me permets d'interrompre une petite seconde pour te dire qu'il est déjà 10h45. Donc, d'accord, est-ce qu'on peut se dire qu'on a encore 5 minutes? d'accord, ok. Je Eh sais ben, du qu'on n'est coup, je vais pas passer. vers la Ouais, fin. ouais, Mais du coup, je vais passer peut-être sur les questions un peu plus complexes. Là, je vous ai mis, enfin, vous trouvez dans le kit de toute façon des projets qui vous montrent comment, dans certains pays, on essaye de travailler sur les questions de protection de la biodiversité. Donc vous avez ce projet, là, j'en ai pris que quelques-uns, donc ça, je le passe rapidement. Vous les trouverez dans le kit, ils sont détaillés aussi, sur la protection de la biodiversité, dans les villes, la gestion durable des forêts tropicales, comment on s'assure que le bois n'est pas coupé de manière excessive. Les solutions qui existent aussi pour vérifier, donc ça, c'est des travaux qu'on a fait récemment pour vérifier que les banques sont capables de vérifier qu'en fait, elles ne financent pas des projets qui sont néfastes à la biodiversité. On a publié un article qui montre qu'effectivement, par exemple, en France, 42% de la valeur des titres, c'est-à-dire là où est placé, où sont placées vos économies, votre assurance vie, excusez-moi, sont dépendantes fortement ou très fortement d'un service écosystémique, donc des activités économiques qui sont liées à la biodiversité. Et donc, si la biodiversité s'effondre, ben, ces activités économiques vont être mises en danger, ou éventuellement que ces activités qui sont détenues par des titres, par les banques, elles correspondent à peu près à l'artificialisation de 24% du territoire de la France, global, et chaque année à l'artificialisation, pardon, d'un département équivalent à la Loire chaque année. Donc on commence à trouver des outils pour sensibiliser les banques à comment mieux mesurer leur dépendance et leur impact sur la biodiversité. Après, la question des financements. Donc je termine là-dessus. Je sais que c'est pas un sujet qui est dans le kit, je sais que c'est un peu complexe, c'est peut-être éloigné pour vos élèves, mais peut-être que ça permet aussi de rentrer sur des choses assez terre à terre et qui parlent à tout le monde, et éventuellement de faire le lien avec les questions économiques, qui sont quand même aussi présentes, hein, et sur lesquelles un certain nombre de personnes sont sensibilisées. En gros, ce dont on a parlé, on a estimé aujourd'hui les chiffres, hein, enfin, donc c'est des ordres de grandeur, hein, faites très attention aux valeurs. C'est vraiment que des ordres de grandeur, mais on estime qu'en fait, il faudrait environ 1% de la richesse de la planète, c'est-à-dire 900 milliards de dollars par an, pour arriver à financer tout ce dont on vient de parler. C'est 1% du PIB mondial, c'est 1% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, donc c'est 1%, il y a 200 milliards à peu près qui devraient être nécessaires par an pour financer les 30% de la protection de la planète, hein, et 700 milliards de dollars par an pour assurer les modifications des modèles économiques, hein, les modèles agricoles, etc. Face à ça, qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, aujourd'hui, on est à 1 millième pour la planète, c'est-à-dire qu'on dépense à peu près 140 milliards de dollars par an pour la biodiversité. C'est donc 1 millième de la richesse de la richesse mondiale. Ce qui peut-être aussi expliquer, vous avez vu, vous vous souvenez à mon schéma là du non-développement durable, où on n'est pas dans le carré vert, hein. Ensuite, hein, donc ce qui se discute aujourd'hui, qui fait partie de l'accord, et on a vu qu'il y avait quelques chiffres dans l'accord,
L'idée, ce serait de dire, si on dépense actuellement 140 milliards de dollars, on peut peut-être espérer d'ici à 2030 augmenter par diverses sources les sources de financement, et on estime qu'il doit être possible de trouver 640 milliards de dollars par an pour financer la biodiversité. Sauf que ce changement, c'est que, alors qu'aujourd'hui c'est essentiellement des financements publics, donc financés par vos impôts, ça nécessiterait que le secteur privé, à travers les activités économiques qu'il finance, et avec des activités économiques plus durables, il mobilise des financements privés, et ça permettrait donc d'augmenter les financements positifs pour la biodiversité. Donc ça, on estime qu'on pourrait atteindre 640 milliards de dollars, ce qui nous laisserait encore un manque de financement de 260 milliards de dollars par an à l'horizon 2030. Et donc, so what? Et qu'est-ce qu'on fait alors? Et en fait, le 3e niveau de la discussion, c'est de dire: «Mais en fait, on s'est aussi rendu compte ces dernières années que pendant qu'on dépensait 140 milliards de dollars par an pour protéger la biodiversité, on en dépensait 1 000 milliards de dollars par an de subventions, à des activités, néfastes pour la biodiversité». Ces subventions néfastes pour la biodiversité, ce sont des subventions essentiellement aux carburants, aux énergies fossiles qui accentuent le changement climatique qui est néfaste pour la biodiversité, mais aussi effectivement des activités liées à l'agriculture qui augmentent l'artificialisation des milieux et les pollutions, ou voire l'extraction des ressources dans les eaux douces et les milieux marins. Donc la négociation, c'est de dire, si on arrivait à réduire les, les, su- les subventions néfastes, c'est-à-dire en réorientant ces subventions et en continuant éventuellement à subventionner des activités, mais en veillant à ce qu'elles aient des effets positifs sur la biodiversité, et on pourrait probablement réorienter 650 milliards de dollars par an de subventions néfastes. Et à ce moment-là, avec les financements supérieurs, on passerait d'un flux globalement très négatif pour la biodiversité de financement à un flux cette fois-ci maintenant positif pour la biodiversité. Donc c'est ça l'accord qui est en discussion, donc avec des financements supplémentaires, une réorientation des subventions néfastes. On pourrait peut-être en 2030 sortir du tonneau percé où en même temps qu'on met de l'argent pour protéger la biodiversité, on en met 10 fois plus pour la détruire. Peut-être qu'en 2030, on pourrait peut-être espérer avoir suffisamment changé nos systèmes financiers et économiques pour avoir un flux positif. Voilà, j'ai terminé pour ce que je voulais essayer de vous dire en peu de temps et en vous donnant des clés sur la négociation qui est devant nous. Merci. Merci beaucoup, Julien, pour ta présentation. C'est un peu à contre-cœur qu'on a dû passer vite sur la fin parce que c'est vraiment passionnant. Donc, on a une petite dizaine de minutes pour un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on pourra les répercuter. Julien pourra y répondre de vive voix. Peut-être, Julien, je peux te poser une première question. On peut rebondir aussi sur tes dernières slides sur les subventions néfastes pour la biodiversité. Comme tu le disais, c'est un des objectifs aussi du texte qui va être voté. J'imagine que ce montant fait l'objet d'affrontements aussi, même si tu n'en as pas parlé, mais ça doit être un gros morceau pour les États négociateurs. C'est ça, oui. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que donc il y a un chiffre, hein, mais il y a effectivement de grosses oppositions pour savoir ce qu'on met derrière ces subventions néfastes, hein, et ce qu'il faut donc supprimer. Et en même temps, ça fait partie de l'accord, c'est-à-dire de reconnaître au moins un objectif global de réduction de ces subventions en laissant à chaque pays le soin de décider lesquelles il va modifier. Sachant que sachant qu'effectivement, il y a une opposition forcément, hein, sur un peu social, quoi. Il y a un certain nombre d'argumentaires pour dire, mais finalement, les subventions néfastes, ça va créer de la pauvreté, enfin, supprimer, enfin, vous voyez, entre réorienter et supprimer, il y a un pas, hop, il y a des gens qui disent, on va supprimer les subventions.
Donc les agriculteurs qui disaient: «On va supprimer nos subventions», c'est pas ça dont on parle. On parle de réorienter les subventions néfastes. Donc ça ne veut pas dire, Mhm. supprimer les subventions aux agriculteurs ou aux pêcheurs ou aux secteurs qui en ont besoin. C'est juste de dire: «On va les modifier pour que cette fois-ci, on s'assure que, outre l'aide qu'on vous apporte, elle permet aussi, on vous aide pour maintenir une activité, maintenir des emplois, mais il faut aussi que, cet objectif soit lié à un objectif, positif pour la biodiversité». Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces subventions, contribuent à accroître les pressions sur la biodiversité. Alors, je vois qu'il y a des réactions dans le chat sur le concept de valeur d'existence permet une prospective éthique de la nature. Ça, il me semble que c'est ce dont tu parlais au tout début, Julien. Donc Judith qui nous dit qu'elle aborde l'IDH et les relations culture et nature avec ses élèves en Guyane. Très bien, super. Sarah qui pose une question, Julien, je te la lis. Pourrait-on avoir un exemple précis de ce que signifie utiliser des stratégies fondées sur les écosystèmes pour régler un problème de pollution? OK. Alors, la plupart, donc l'idée, hein, globalement, c'est, les solutions fondées sur la nature, c'est effectivement d'utiliser des écosystèmes pour essayer, d'atteindre un objectif, donc là, en l'occurrence, par exemple, réduire une pollution. Alors, ce qui est très connu et qui est pas du tout nouveau, hein, c'est tous les systèmes d'utilisation, des espaces, enfin des zones humides, ou les techniques de lagunage, par exemple, pour, faire de l'assainissement d'eau usée. Donc ça, c'est des techniques qui sont assez connues. Donc c'est de dire plutôt que de faire une station d'épuration en béton, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des écosystèmes pour, assainir donc, déjà, donc les eaux grises, hein, les eaux usées, les eaux brunes pardon, donc tout ce qui est, azote et cetera. Mais comme vous le suggérez là, après il y a une question de, éventuellement des métaux lourds et cetera. Il faut savoir que dans beaucoup de stations d'épuration, en dur, en béton, hein, celles qu'on nous fait financer par nos impôts, hein, toutes les substances chimiques, hein, y compris, le Doliprane, hein, dont on ne parle pas souvent, ou voire même les résidus je suis en train d'accuser personne, hein, mais c'est juste que un élément qui est très peu connu, hein, mais tous les médicaments, les résidus de médicaments qu'on absorbe, en fait, passent dans le milieu, hein, les résidus d'antibiotiques et cetera. Et tout ça pour dire qu'en fait, une station, en béton, certes a parfois des capteurs chimiques où peut capter un certain nombre de ces molécules, mais n'y arrive pas nécessairement toujours, quoi. Or, éventuellement, avec des écosystèmes, on peut éventuellement utiliser des plantes qui stockent ça, ou qui en tout cas permettent qu'il y en ait moins qui arrivent dans les milieux naturels, quoi. Et donc de les utiliser en zone tampon pour éventuellement, réduire les pollutions qui sont rejetées dans les milieux naturels, quoi. J'espère que ça clarifie le sujet. Sachant qu'il y a il y a tout un mouvement scientifique, hein, de l'ingénierie écologique qui travaille sur justement des plantes ou des organismes, des micro-organismes capables de capter, des métaux lourds ou ce genre de choses pour essayer de limiter, les rejets, après la fin du traitement, quoi. Voilà. Alors je vois qu'il y a Merci d'autres, pour ce... là il faut que tu m'aides, Estelle, parce qu'apparemment il y a des Ouais, questions qui arrivent, mais moi je les ai pas vues. c'est ça, Ouais, je ouais, vais te vas-y, les s'il te lire. plaît. Une question de Philippe qui dit au Congrès mondial pour la nature à Marseille, j'ai cru comprendre que toutes les motions avaient été validées. Quelle valeur ont ces votes par rapport aux négociations Ah, ultérieures? oui, alors ça effectivement, c'est pas très clair. Alors le congrès mondial, le congrès de l'UICN, hein, l'UICN c'est donc une ONG, hein, internationale. Alors c'est une ONG un peu étrange parce qu'il y a des États qui en sont membres. En gros, c'est les Nations Unies, c'est l'agence des Nations Unies qui n'a jamais été créée pour la biodiversité. Donc les Nations Unies n'ont pas d'agence dédiée à la biodiversité, et donc ça n'existe qu'à travers cette association. Et donc c'est une association qui en gros, donc fait des synthèses scientifiques, hein, donc elle est très connue pour ça, hein, et elle est très utile pour ça. Elle permet de dire ce que c'est la science sur la biodiversité, mais pour des objectifs de conservation. La différence avec l'IPBES, la nouvelle, plateforme internationale, c'est qu'elle, elle fait vraiment la synthèse de toutes les sciences dans tous les domaines, quoi. Elle va au-delà de l'UICN. Et alors pour répondre à votre question, effectivement, donc le congrès de l'UICN, en gros, c'est,
c'est une répétition de la convention avec les gens qui sont vraiment déjà engagés. C'est-à-dire qu'en gros, ça donne la température de ce que veulent ou peuvent dire, ou ce que disent les scientifiques, ce que disent les acteurs engagés dans la biodiversité, et ça donne un peu la température de l'ambition que l'on peut se fixer. Donc en gros, si l'UICN montre qu'aujourd'hui la science est capable de dire qu'on peut faire ceci ou cela, protéger 30% de la planète, qu'on peut effectivement utiliser les solutions fondées sur la nature pour atteindre des objectifs, qu'on a des outils pour le faire sans se perdre et faire du greenwashing, ça permet de donner des clés aux négociateurs politiques, hein, qui sont pas nécessairement euh, spécialistes de ces questions, pour arriver à la négociation en ayant des éléments un peu factuels et structurés pour défendre des positions de protection de la nature. Donc l'UICN, c'est un peu une répétition et surtout un espace dans lequel se négocie le momentum politique, c'est-à-dire la capacité à être force de proposition et à montrer qu'on peut avoir des idées et qu'il ne faut pas être défaitiste sur ces sujets-là, quoi. Merci pour cette réponse. On a d'autres questions. Je Ah pense ouais. que d'ailleurs, ce sera les dernières avant de passer la parole à Monique et Anne. Donc la question suivante, c'est pourquoi la question de l'empreinte des secteurs économiques sur la biodiversité n'est-elle pas abordée dans le cadre post-2020? Alors, ça n'est pas, enfin, ça n'est pas, comment dire, il y a des objectifs généraux, hein, de dire il faut changer, il faut utiliser durablement les ressources, hein. Les métriques, hein, les moyens financiers correspondants, et cetera, ne sont pas explicitement dans l'accord parce que les outils pour faire, pour analyser tout ça sont très nouveaux. De fait, par exemple, nous, on a présenté un certain nombre de travaux au congrès de l'UICN à Marseille, mais c'est totalement nouveau. Il y a tout un tas de recherches qui sont encore en cours, donc c'est un peu nouveau. Et d'autre part, il y a un autre point, c'est que donc, à la convention sur la biodiversité, là, pour le coup, ce ne sont que les États, hein, qui parlent, hein. C'est des États qui négocient entre eux, et les États disent, ben moi, enfin, économie de marché étant, je ne peux que donner des incitations au secteur privé, je ne peux pas contrôler le secteur privé. Donc il y a un certain nombre de pays, bon, plus ou moins, comment dire, euh, honnêtes, hein, dans leurs propos, qui sont plus ou moins volontaires pour donner des signaux au secteur privé ou inciter le secteur privé à changer, et ou qui ont un beau rôle pour dire comme je peux rien faire, je ne dis rien au secteur privé. Sous-entendu, en fait, ça m'arrange bien de ne pas avoir à faire pression sur mon secteur privé, quoi. Donc c'est ça, là, effectivement, les éléments de la négociation qui font qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet émergent. Mais il ne faut pas nier le fait qu'il y a 10 ans, il y avait même pas de chiffres financiers. Là, on trouve des chiffres, hein, enfin des objectifs avec des chiffres, hein. Vous avez vu 500 milliards, 200 milliards de financements supplémentaires, plus 10 milliards de dollars par an pour les pays en développement. Il n'y avait pas ces chiffres-là dans le précédent accord jusqu'à 2020. Donc on voit que quand même la pression augmente, hein, ça devient de plus en plus précis. Je pense que la question de comment les entreprises pourront le faire, ça va arriver dans les années qui viennent. Ça rejoint un peu cette réponse, la question de Françoise qui demandait comment avoir de l'espoir dans de Ouais. nouvelles pratiques fondées sur la nature quand l'intérêt financier immédiat prime. Voilà, alors ça, de fait, aujourd'hui, j'étais comme vous il y a quelques années, je me disais, de toute façon, c'est vain, hein, mais je pense que non. En fait, effectivement, le fait que les banques commencent à mesurer l'impact qu'elles ont, et le fait que le public, vous, nous, nos enfants, peut-être, et on le voit, hein, commencent à demander des comptes sur ces questions-là, et que les banques aient des outils pour mesurer si, oui ou non, elles dépendent à travers les activités qu'elles financent, ou au contraire, elles ont un impact à travers l'impact des entreprises qu'elles financent sur la biodiversité. Ça va devenir de plus en plus compliqué de ne regarder qu'à court terme et de ne pas poser les questions à long terme. Et en même temps, donc je le signale, hein, d'ailleurs, pour nous, ça a été un moment très très fort du congrès de l'UICN à Marseille, hein. C'est lorsqu'on a entendu donc la présidente de la BCE faire état donc des études qui existent et qui montrent qu'effectivement le secteur financier a un impact sur la biodiversité, et que les banques centrales commencent à dire, mais en fait, si la biodiversité se casse la figure, notre mandat qui est de protéger la stabilité des prix va être affecté parce que les banques vont avoir des problèmes, le crédit va s'effondrer, les prix vont s'effondrer. Ça fait partie de ma mission. Et aujourd'hui, il y a tout un débat parmi les banques centrales pour savoir si elles vont rentrer ou pas sur ces questions-là. C'est en plein débat.
Mais le jour où les banques centrales commencent à dire « moi maintenant je veux savoir ce qui se passe en matière d'impact », je peux vous garantir que l'intérêt financier immédiat va beaucoup changer, quoi. Merci beaucoup. Et enfin, dernière question très rapide avant de passer à la suite, c'est Camille qui dit que tu as évoqué le traitement du sujet de la biodiversité par les médias. Est-ce que tu penses qu'ils minimisent le problème? Certaines études ont été très relayées, je pense notamment à l'extinction des insectes, mais certains journalistes parlent aussi d'un biodiversité scepticisme. Tout à fait. Non, mais je pense que parce que mon propos, c'était de dire que le problème des médias, c'est de vouloir avoir des messages simples pour des gens qui ne réfléchissent pas trop. Et donc, à la fin, on dit des choses un peu rapides et on perd l'importance du message. Donc, effectivement, pour beaucoup de gens qui sont sceptiques, la biodiversité, au final, ça n'est que protéger des espèces qui ne servent à rien. Ma méduse, des moustiques qui nous piquent, des porteurs de maladies. À la fin de ne parler que de protection d'espèces, au final, on ne parle pas de la fonctionnalité des écosystèmes, du partage de l'espace, du rôle de l'importance que ça a pour pouvoir s'adapter, du rôle que ça a sur le changement climatique et le fait que c'est en train de mettre en danger toute notre économie. Et ça, tout de suite, ça plaît beaucoup moins aux médias parce que c'est beaucoup plus compliqué à expliquer en des termes simples, quoi. Et ça demande beaucoup plus de travail. Et c'est là où moi je pense qu'il y a un gros défaut. Enfin, il y a un biais, et ouais, un travers que je comprends, hein. Je nie pas la difficulté, tout comme je ne nie pas la difficulté pour vous enseignants de parler de ces choses-là à des élèves. Mais de fait, il faut pas nier le fait qu'il faut avoir l'ambition de parler de manière beaucoup plus ambitieuse de ce que recouvre la biodiversité et pourquoi c'est important. Et ça n'est pas, j'insiste, que des histoires de zoo et de protection d'espèces qui ne servent apparemment à rien, quoi. Est-ce que la RSE sert à quelque chose? La RSE, aujourd'hui, sert pas à grand-chose, mais comme elle va devoir de plus en plus rendre des comptes, probablement physiques, combien d'hectares artificialisés, combien de pollution envoyée dans le milieu, etc. Je pense que dans les années qui viennent, effectivement, la RSE va devenir de plus en plus opérationnelle et de moins en moins être du greenwashing et être de plus en plus contraignante pour les entreprises si on continue à s'en préoccuper et à faire attention. Merci beaucoup, Julien, pour toutes tes réponses. On va passer à la suite du programme. Merci beaucoup pour ton intervention, c'était passionnant. C'est un peu un contre-cœur, on n'a pas pu tout voir, mais on pourrait faire des conférences de 3 heures dessus, ça serait super. Alors, je vais maintenant donner la parole à Monique et Anne. Avant ça, je vais parler du kit pédagogique en quelques minutes, secondes pour aller et laisser un maximum de temps à nos intervenantes. Alors, je vous partage là juste le kit pédagogique. Donc, c'est un kit qui comprend plusieurs éléments. Il y a d'abord un livret méthodo et il y a aussi des annexes qui comprennent différents types de fiches, des fiches ressources, des fiches acteurs, donc pour savoir incarner un pays. Il y a aussi des fiches projets, donc c'est les projets que Julien a passé très rapidement, mais qui sont détaillés un peu plus précisément dans le kit. Et puis, il y a aussi pas mal de supports d'activité. Si vous l'avez déjà eu dans les mains, vous avez certainement remarqué que c'est un document qui est assez dense, assez complet. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de tout faire. L'idée, c'est plutôt de piocher dans ce kit en fonction de vos besoins de l'exercice, en fonction aussi de l'exercice que vous imaginez, parce que voilà, il y a des formes plus ou moins engageantes. Ce livre propose un parcours en 5 étapes à réaliser. Donc, comme je disais, c'est un peu à votre convenance, soit en partie, soit en totalité. Les 2 premières étapes, c'est un peu une entrée en matière pour les élèves pour comprendre les enjeux biodiversité et les enjeux aussi autour des négociations internationales. Étape 3-4, là, ça va être la simulation de négociation en soi. Donc, c'est de la préparation à l'exercice en lui-même. Et la dernière étape, c'est plutôt une mise en action concrète dans l'établissement autour de la biodiversité. Donc voilà, pour chacune des étapes, il y a des suggestions d'activités, il y a des déroulés précis et adaptés par niveau. Donc, sachant que ce kit est destiné à un niveau collège et lycée.
Donc voilà, selon le temps que vous avez, le niveau, vous pouvez mettre en place l'intégralité des activités ou simplement une partie. Donc voilà, c'est une présentation très rapide, mais le plus important, c'est ce que Monique et Anne vont vous partager aujourd'hui. Je vais vous mettre leur présentation et elles vont pouvoir attaquer. Hop, normalement, ça devrait être bon. Alors, je vous laisse la parole, Monique et Anne. Bonjour. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, nous allons parler à deux voix avec ma collègue Anne. Vous avez tous vu que nous voulions vous mettre dans l'ambiance méditerranéenne et en particulier, nous sommes à la saison du mimosa. Un très grand merci également à Monsieur Callas. Franchement, on aimerait que l'ensemble des enseignants puissent l'écouter parce que c'était vraiment passionnant et en particulier lorsqu'on s'intéresse à ce thème-là et au travail dont on va vous parler, eh bien, c'était vraiment indispensable, bien évidemment. Alors, avec Anne, donc, nous allons chacune prendre la parole. Je voudrais juste, donc, dans un premier temps, dans quel cadre nous avons mis en place donc l'expérimentation du kit dont vous a parlé Estelle. Eh bien, nous avons la chance, en tous les cas, d'être voisins de Marseille, puisque nous sommes nous sommes professeurs d'histoire-géographie dans le Var et pas loin de Marseille. Marseille. Donc, on a pu profiter de quelques événements liés au Congrès mondial de la nature. Et puis, comme on l'a dit, cette année, c'était vraiment l'année où il fallait travailler donc sur le grand thème de la biodiversité et du changement climatique, bien évidemment. Et la troisième chose qui nous a finalement décidé, c'est cet outil pédagogique qui était donc proposé aux enseignants et en particulier dans notre académie, donc dans l'académie de Nice. On va dire aussi mais Anne le reprécisera, nous sommes chargés de mission pour l'éducation et le développement durable dans notre académie de Nice et moi je m'occupe plus particulièrement donc des labellisations et des démarches globales. Anne précisera tout à l'heure ce qu'elle fait dans le cadre de cette mission académique. Le contexte, donc un contexte totalement favorable bien évidemment, et puis autre diapositive, donc un événement mobilisateur pour notre réseau. Vous savez que depuis l'année dernière, donc il y a ce que l'on appelle des réseaux éducatifs qui permettent de travailler sur un territoire entre les lycées, les collèges et les écoles primaires. Donc cet axe-là de simulation de conférences liées à la biodiversité a été choisi dans le cadre d'un axe du projet pédagogique de notre réseau éducatif. Donc, il s'inscrit parfaitement dans l'axe éducation, développement durable et citoyenneté. Donc, c'est un projet qui a été vu tout à fait favorablement. 3 établissements sont engagés, mais on a encore du travail pour mobiliser au niveau du primaire. Donc, en particulier, le lycée Paul Langevin de la Seine. Donc, tous nos établissements, bien sûr, sont dans le Var. Et puis, le collège où travaille Anne, c'est-à-dire le collège de la Guicharde à Sanary, et le collège en Giono, où je travaille comme professeur d'histoire-géographie. Donc, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi nous avons choisi, nous, le niveau 5e, mais nous allons travailler donc en relation avec des élèves de terminale et en particulier des élèves qui ont l'option de spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, avec lequel donc nous allons mettre en place ce projet. Particulièrement donc une entrée par les programmes de géographie, puisqu'à l'origine, c'est vrai que nous avons commencé par nous sommes toutes géographes et au fur et à mesure de l'avancée de notre projet, il y a d'autres disciplines qui nous rejoignent bien entendu, mais du coup on a commencé cette organisation du projet par réfléchir sur le programme au niveau du collège qui se prêtait le mieux à mettre en place cette simulation de conférence. Et donc c'est surtout sur le thème de géographie 5e, avec en particulier les 3 thèmes que vous voyez ici, la question démographique et l'inégal développement, des ressources limitées à gérer et à renouveler, et enfin le 3e thème, l'environnement du local au planétaire.
Alors la préparation donc nous a permis et incité à revoir l'approche de nos programmes et en particulier donc toujours en filigrane cette préparation des élèves à participer à la conférence. Et donc nous avons entre guillemets imaginé que les États membres de la COP seraient les États qui seraient au centre de nos études de cas, puisqu'en géographie, nous faisons des études de cas. Et donc, le travail a consisté à introduire l'ensemble de ces États. On en aura 14. Et en fait, ces États, ce sont les États aussi qui sont mentionnés dans le kit, pour lequel nous avons des fiches pédagogiques qui nous ont vraiment bien accompagnés, bien aidés pour arriver à mieux comprendre la situation, parce que l'entrée par la biodiversité dans nos programmes, ce n'est pas vraiment évident. Et donc, en fait, il a fallu revoir malgré tout et faire une relecture des programmes que l'on vous montrera un petit peu plus précisément tout à l'heure. Et donc, en particulier, nous avons choisi certains, comme la Chine par exemple, lorsque nous étudions la croissance démographique et le développement, c'est vrai que évoquer la question de la biodiversité nous a vraiment nous a vraiment obligés à une relecture, mais qui a vraiment été très intéressante sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan éducatif. Vous allez voir, nous sommes allés assez loin avec des élèves. Voilà un petit peu comment nous avons fait. Alors Anne va suivre. Voilà, prendre la Merci Monique. Donc je me présente, Anne Von Atten. Bon, moi je travaille plus particulièrement sur la formation à l'éducation au développement durable dans l'académie. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre aussi que j'ai connu ce kit et que j'ai participé à ce projet avec Monique. Donc moi aussi j'ai 2 classes de 5e et j'ai avec Monique, nous avons complètement revu notre fonctionnement et notre déroulé de notre programme, et nous avons identifié finalement 3 phases pour arriver à la négociation. Donc d'abord, de septembre à mars, là on est en phase de préparation des dossiers avec nos élèves. Nous découvrons avec les élèves, à travers nos chapitres de géographie, qui est déjà vraiment orienté développement durable, nous découvrons les problématiques des États, et comme vous le disiez Monique, en problématisant chaque étude de cas à travers cette question de la biodiversité, pour faire finalement découvrir aux élèves quels sont les enjeux pour chaque État en termes de biodiversité, mais aussi en termes, alors ça va être de démographie, en termes de richesse, etc., que c'est ce qu'on a à étudier au programme. En même temps, dans cette période, la classe de terminale du lycée est en train de découvrir le monde des négociations plus particulièrement et va recevoir les dossiers que nos élèves de 5e sont en train de constituer à propos de chaque État. Nous avons donc prévu début avril 2022, enfin cette année, la rencontre entre les élèves de terminale et de 5e, parce que nous avons voulu, fait le choix que les élèves de terminale, ce sont eux qui vont organiser les négociations dans les classes de 5e. Donc il y a un vrai travail de préparation de l'oral du bac en plus, avec ce grand oral, donc prise de parole devant une classe, faire réfléchir les 5e à ce texte et à cet accord. Donc voilà, donc pour arriver à une trame d'un texte d'accord. Et nous avons prévu donc début mai la simulation de conférences de biodiversité avec on aura la présence donc des 5e qui représenteront les pays, les terminales qui représenteront plutôt aussi tous les acteurs non étatiques, les experts, etc., et qui mèneront les négociations jusqu'au texte final. Donc voilà pour un petit peu pour le déroulé. Alors nous avons souhaité vous faire quelques zooms sur la manière dont on a adapté finalement le kit à nos programmes, parce que la problématique c'était que nous on était en 5e. Le kit est prévu pour des élèves finalement entre
la 5e jusqu'à la terminale. Donc, c'est vrai que on a des petits et il fallait qu'on adapte un petit peu parce que leur donner des fiches telles quelles, c'était trop compliqué pour eux. Donc, par exemple, nous avons découvert avec les élèves quel était le monde des négociations. Là, vous voyez une petite frise où, quand ils ont fait des recherches au moment de la COP26, et ils ont pu, à travers des articles, des vidéos, découvrir quelles étaient les étapes et quels étaient les acteurs impliqués dans les négociations. Alors, par exemple, aussi, pour travailler différentes compétences importantes pour pouvoir participer à une négociation, et notamment l'oral, le débat, nous leur avons fait faire, dans le cadre du chapitre sur le changement climatique, la réalisation de l'interview d'un expert du GIEC à partir d'un dossier. Et en ce moment, ils sont aussi en train de faire, par exemple, un exposé oral sur des grandes ONG qui seront les acteurs des grandes conférences internationales. Donc vraiment, on les fait beaucoup travailler l'oral en préparation à cette conférence. Un petit focus aussi sur quelques études de cas pour vous montrer comment on peut les préparer. Donc là, vous avez l'exemple des Maldives qui fait partie des acteurs du kit. Et donc, un petit schéma pour vous montrer finalement à quoi on peut arriver avec les élèves. On voit qu'on va vraiment très loin. Si avant, les Maldives, on pouvait les étudier en termes de changement climatique, de submersion, de risque, c'est vrai que l'approche par la biodiversité donne vraiment encore une profondeur à cette étude de cas, donne vraiment une complexité que les élèves arrivent très bien à saisir et qui est très intéressante. Et on arrive finalement à montrer toute la vulnérabilité de certaines sociétés et à comprendre les enjeux de ces négociations. À côté, pour vérifier finalement si les élèves avaient compris finalement les enjeux pour cet État, nous leur avons par exemple demandé d'écrire une carte postale finalement à la communauté internationale et d'alerter la communauté internationale sur finalement la vulnérabilité des Maldives. Ça, c'était pour les Maldives. Un petit exemple aussi, sur le Burkina Faso et le Madagascar, nous les avons traités dans le cadre de notre partie du programme sur la croissance démographique et le développement. Là aussi, finalement, aborder ce sujet de la croissance démographique et du développement à travers la biodiversité était vraiment quelque chose qui est nouveau pour nous, mais qui était vraiment très intéressant. Ça donnait vraiment une autre dimension à cette étude de cas. On arrive à aborder des sujets vraiment qui peuvent paraître complexes de prime abord, mais que les élèves comprennent très bien. Et donc, vraiment très intéressant. On arrive à réfléchir aux solutions. On peut parler des ONG, on peut parler finalement de la solidarité internationale. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà, je crois que moi, je devais laisser la parole à Monique pour clore cette discussion. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail à deux voies et puis c'est vrai que nous travaillons énormément ensemble. D'ailleurs, c'est un plaisir de refaire nos cours dans cette perspective et en tous les cas, on y trouve beaucoup de plaisir. Ça nous permet également de travailler sur les nouveaux articles, sur les acteurs, etc. Alors, c'est vraiment un moment fort pour les apprentissages, comme disait Estelle pour commencer, et ce kit a été vraiment donc un déclencheur pour aborder ce travail, parce que déjà tout ce travail il permet d'aborder les programmes scolaires de façon problématisée. Alors je pense qu'en histoire-géographie, on est déjà dans les problématiques, mais là, on est allé beaucoup plus loin, L'éducation à la complexité, à la systémique, c'est vraiment très, très important en matière d'éducation au développement durable. Et donc ici, dans le cadre de notre discipline, eh bien, cette complexité que nous avons simplifiée entre guillemets, donc on a essayé pédagogiquement donc de le transmettre
transmettre sous forme de tableaux, d'organigrammes, etc. Mais bon, comme disait Anne, c'est vrai que les élèves comprennent bien, même s'il y a ces liens que l'on doit travailler avec eux. Permet de faire le lien entre la biodiversité et les ODD. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour commencer, que les établissements qui sont engagés sont des établissements qui sont labellisés E3D et qui travaillent sur les ODD. Et c'est vrai que le thème de la biodiversité, c'est vraiment un levier extrêmement fort pour travailler tous les ODD, on va dire, sur lesquels nous nous penchons donc dans le cadre de ce que nous faisons dans les établissements scolaires. Ça permet de, comme je disais tout à l'heure, de s'intéresser à l'actualité, de s'ouvrir au monde, de suivre les grands événements, d'essayer de les comprendre, de travailler sur des articles, etc. Développer des compétences, on a essayé de vous le montrer bien évidemment, l'argumentation, l'oral, développer l'esprit critique et surtout donner du sens aux apprentissages dès le départ. Nous avons donc nous avons donc informé nos élèves et les parents également, et le chef d'établissement, que nous étions dans cette préparation de conférences, de simulation de conférences internationales. Et donc, voilà, donc au fur et à mesure que se déroule notre programme, en fait, on rappelle aussi que nous avons des objectifs pour la fin de l'année, et c'est vrai que les rencontres entre élèves de différents niveaux, le moment avec les terminales, je pense qu'il va être assez fort. Un point peut-être à dire, c'est effectivement merci donc à notre intervenant parce que le monde de la négociation est un monde qui est assez complexe et c'est vrai que c'est ce que nous connaissons le moins bien, on va dire. Donc merci pour aujourd'hui. Voilà pour conclure. Merci. Merci beaucoup Monique et Anne pour cette présentation. C'est très concret. Je trouve que ça donne bien à voir votre projet de cette année. On a un petit temps de questions, on va dire 5 minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vous envoie aussi un message dans le chat avec mon adresse mail si jamais vous souhaitez recevoir le kit en version papier. On a encore quelques exemplaires. Oui, Estelle, il y avait une question, j'ai vu sur, sur le travail avec, en effet, les professeurs documentalistes et notamment sur la notion de source. Là-dessus aussi, en effet, on travaille pas mal avec les élèves. Justement, et ça, par rapport aux négociations, aux groupes de pression, aux intérêts divergents, il y a quelque chose, on fait quelque chose c'est très intéressant. Là, on a prévu de les faire travailler justement sur l'opinion de différents acteurs à travers différents sites, justement des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques, des entreprises. Donc, c'est vraiment le moyen de s'intéresser à ça et de leur faire comprendre justement la notion de source et d'opinion dans la recherche documentaire. Oui, complètement. Je rebondis sur ce que Françoise a indiqué aussi dans le chat. Elle dit qu'il faut faire entrer concrètement la biodiversité dans les collèges et lycées, où beaucoup d'espaces verts sont entretenus de manière catastrophique. Du concret dans le lieu où on va tous les jours, c'est vital. J'essaie de le faire avec des éco-délégués qui vont travailler l'argumentation auprès de l'intendance, de la région, etc. Je rebondis sur cette remarque parce que dans le kit pédagogique, effectivement, il y a toute une partie sur l'organisation de simulation de négociation, mais il y a aussi une partie sur, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans son établissement scolaire. Et cette étape-là, elle est aussi intéressante parce que ça permet aux élèves de voir qu'ils ont un pouvoir d'action, de mettre en œuvre concrètement les apprentissages qui ont été faits. Donc, c'est aussi un moment assez important dans ce genre de projet pédagogique. Alors, je pense que Monique aura quelque chose à dire parce qu'elle est très au courant des éco-délégués. Oui, mais vous voyez bien que par rapport à ce que nous faisons, et c'est vrai que dans les établissements en démarche de développement durable, il y a énormément de choses liées à la biodiversité, mais je crois que c'est pas suffisant. Oui, il faut faire des choses. Oui, en même temps, il faut du contenu, des connaissances, des compétences, et c'est vrai que organiser ce type de travail, donc au niveau d'un établissement scolaire, ne serait-ce que d'organiser des débats.
des débats ou mettre en place cette simulation de conférence. Donc là, ça permet aux élèves d'abord de faire le lien avec les programmes, c'est très important, et deuxièmement d'aller beaucoup plus loin. Donc effectivement, ce genre de travail, c'est-à-dire mettre en place un jardin potager ou bien travailler sur la faune, la flore, etc. Oui, ce sont des actions concrètes qui sont très intéressantes, mais ne pas oublier derrière qu'il faut, autant que faire se peut, donner du contenu, des connaissances, etc. Donc l'action ne peut pas suffire. Réenrichir ou protéger la biodiversité ou réenrichir la biodiversité dans le cadre donc de l'établissement, c'est super, mais derrière, toujours prévoir d'avoir du contenu, des connaissances. Ça, c'est essentiel. Tout à fait. Merci beaucoup, Monique. Il y avait une question de Sophie, mais c'est plus d'ordre technique. Sera-t-il possible d'avoir accès aux diaporamas diffusés? Normalement, vous les verrez apparaître. Il me semble que vous y aurez accès avec le lien du déblai. Et si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement à l'adresse que j'ai indiquée dans le chat. Et peut-être pour conclure aussi sur comment l'AFD peut vous accompagner dans la prise en main de cet outil et sur des projets aussi de cette ampleur, parce que là, Monique et Anne ont résumé très vite, mais c'est quand même un projet assez conséquent au niveau de l'année scolaire. Donc nous, on peut vous aider sur la prise en main du kit pédagogique. On peut aussi vous aider sur la construction du projet, sur le format. Monique et Anne ont été assez autonomes là-dessus, mais voilà, nous, on peut vous aider sur cette partie-là. Et puis, surtout, ce qu'on peut vous proposer, c'est des interventions d'experts, expertes sur certains sujets, soit avec des élèves, soit avec des enseignants, si ça peut vous permettre d'enrichir la démarche. Et puis, bien sûr, on peut être là le jour J pour la négociation, à la fois pour l'organiser, pour l'animer, etc. Donc, comme cet outil est assez récent, on est très preneuse de retour d'expérience, de mise en œuvre et aussi de pistes d'amélioration si vous en identifiez. Je vois qu'il y a une question. Merci beaucoup. Anne-Françoise, on pourra peut-être échanger par mail. Je vous laisse nous envoyer un mail directement pour poser vos questions. Et Muriel qui dit disposez-vous d'une vidéo pédagogique sur la COP biodiversité? Je n'en ai pas connaissance. Si quelqu'un en a, n'hésitez pas. Nous, on avait travaillé avec nos élèves de 5e à partir d'une. Alors, il faudrait que je le retrouve, mais c'était une petite vidéo qui a été faite par rapport à la COP26, une sorte de résumé qu'on avait retrouvé. Mais je vous l'enverrai le lien, comme ça vous pourrez le transmettre, qui était bien faite et avec la petite chronologie là qu'on avait créée, ils avaient pu identifier les différents acteurs, ce qu'ils faisaient, etc. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Alors, c'était sur la COP climatique, mais c'est vrai que sur la COP, sur les COP biodiversité, après, c'est vrai que c'est un petit peu le même fonctionnement, mais c'est plus difficile à trouver. Très bien, écoutez, il est 11h32, donc on va conclure cette visio. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre participation, votre attention. On espère que ça vous a donné des informations à la fois sur les enjeux de biodiversité, les enjeux de négociation, aussi tous les enjeux autour du financement que Julien vous a présenté, et que la présentation de Monique et Anne par la suite vous ont inspiré sur les possibilités pédagogiques qu'il y avait. Vous recevrez donc à la suite de cet événement le lien individuel vers le replay de la visio. Je vous ai donné mon mail si jamais vous avez des questions, si vous souhaitez recevoir un exemplaire papier, n'hésitez pas à me contacter. Et donc je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci pour votre participation et à bientôt.